Dans toute l'Europe de l'Est, des millions de personnes jurent de construire le paradis communiste. Ils travaillent à la mise en œuvre des plans dictés par Moscou. Ils défilent sous les bannières de Joseph Staline. Mars 1953. L'Union soviétique pleure la mort de Staline. Pendant près de 3 décennies, Staline a été le chef suprême. Comment vont-ils faire sans lui? C'était comme si le monde entier allait s'effondrer. On se demandait ce qui allait nous arriver. On considérait Staline comme un père qui veillerait toujours sur nous. Staline meurt sans désigner de successeur. Une direction collégiale se forme. Elle est menée par Georgi Malenkov, Lavrenti Beria, Vyacheslav Molotov et Nikita Khrouchtchev. Des millions de Russes pleurent le décès de leur chef, bien qu'il ait été impitoyable et ait négligé leur bien-être. Staline a transformé l'Union soviétique en une superpuissance. Mais à sa mort, les relations avec l'Amérique et l'Occident n'ont jamais été aussi mauvaises. Pendant 10 ans, le monde a été dominé par le pouvoir maléfique de Staline. Une nouvelle ère commence, une ère pendant laquelle nous serons guidés par un esprit de liberté et non l'asservissement, et où les relations humaines seront fondées sur la fraternité et non sur la domination d'un seul homme. Les États-Unis aussi ont un nouveau gouvernement. Le président Eisenhower, le secrétaire d'État Dulles et le vice-président Nixon s'engagent à repousser les frontières du pouvoir soviétique. Eisenhower et Dulles avaient accusé l'administration Truman de mollesse envers le communisme. Ils ont maintenant l'occasion de défier le pouvoir soviétique. Mais peut-on libérer l'Europe de l'Est de la domination soviétique sans une guerre nucléaire? L'Empire soviétique en Europe s'étend à la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Pologne et l'Allemagne de l'Est, qui se donne le nom de République démocratique allemande. Staline avait choisi Walter Ulbricht pour diriger l'Allemagne de l'Est. Il est à la tête d'un régime inféodé à Moscou. Après la mort de Staline, Ulbricht s'empresse de reconstruire sa partie d'Allemagne selon les principes staliniens. Und unsere Straße veränderte ihr Gesicht. Wo vor Monaten noch Ruinen standen, waren Konstrukteure, Maurer und Zimmerleute an der Arbeit. On renforce l'industrie lourde pour satisfaire aux exigences de l'économie soviétique. Les ouvriers reçoivent l'ordre d'accroître la production. On néglige les besoins quotidiens. Die Normalbevölkerung lebte recht Le citoyen moyen vivait très mal. war teilweise katastrophal. Si on parle des nécessités comme le chauffage, le charbon, l'électricité, tout cela était rationné.
für Feuerung, Kohlen beispielsweise. L'électricité pour l'usage domestique n'était tout simplement pas disponible. Le moral de la population est tombé à zéro. Comme Staline, Ulbricht ne tolère aucune opposition. La police secrète, la Stasi, a ses informateurs partout. On ferme plusieurs églises, la censure domine. Mais l'Allemagne de l'Est est incapable de contrer les défections vers l'Ouest. Les Allemands de l'Est ont le droit de se rendre dans les secteurs britanniques, américains et français de Berlin. Ils font simplement leurs bagages et quittent par milliers. The flow of East German refugees to sanctuary in the western sector of Berlin reaches record proportions with news of the death of Stalin. Conditions are none too comfortable for these people, but they're happy to be beyond the reach of the Reds. Nullement découragé, Ulbricht exige un nouveau serment de loyauté des Allemands de l'Est. Inquiets, les nouveaux dirigeants du Kremlin ordonnent à Ulbricht d'assouplir ses politiques rigides. Il s'y résigne à moitié. Les quotas de production tant détestés restent en vigueur. Si on vous chronométrait en train de fabriquer une vis et que vous mettiez 4 minutes, on s'attendait à ce que vous le fassiez en 2 minutes et demie. C'est cela qui était choquant. L'augmentation des quotas de travail et la pression de produire. Ça en était trop pour les ouvriers. La colère populaire explose. Les ouvriers descendent dans les rues de Berlin-Est. Quand on est passé près des chantiers de construction, tout le monde, les métallurgistes, les serruriers, les maçons, les charpentiers, tous nous ont rejoints. À notre arrivée à l'hôpital municipal, nous étions plusieurs milliers. Des bannières sont apparues sur les chantiers de construction. À bas les augmentations des quotas de travail. Les nouvelles de l'agitation montante ne tardent pas à se répandre à Berlin-Ouest. J'ai appris que des ouvriers de la construction avaient déjà quitté les chantiers. Ils étaient en grève et défilaient dans Berlin-Est. Je les ai rattrapés près de la gare de la rue Friedrich, la gare principale en plein centre de Berlin-Est. À cette époque, faire la grève était un geste politique, un geste de rébellion. Mais défiler dans les rues signifiait quelque chose de plus. C'était presque déclencher une révolution. Les grèves et les manifestations éclatent à Berlin-Est et dans toute l'Allemagne de l'Est. Les manifestants renversent le symbole de la domination soviétique, le marteau et la faucille. Le gouvernement de Berlin-Est s'effondre. Les manifestants jettent leur colère sur tous les symboles visibles du gouvernement communiste. Les autorités soviétiques sont étonnées qu'Ulbricht ait permis à la crise de dégénérer de la sorte. Quand Ulbricht est arrivé au quartier général soviétique à Karlhorst, il a téléphoné à Karl Schirdewan et lui a demandé ce qui se passait. Schirdewan a rapporté qu'il y avait beaucoup de personnes ivres dans la foule, qu'elles défonçaient les fenêtres et s'apprêtaient à entrer. Ulbricht a posé le combiné, il a dit en allemand « Tout est perdu ». Il l'a dit d'une façon qui, en russe, se traduit à peu près par « c'est la fin ». Je me suis demandé ce que tout cela signifiait. Même s'il brisait les fenêtres, il n'avait pas d'armes. Il nous faudrait au plus 5 minutes pour les mater.
Ils tentaient d'élire un comité de grève parmi les dirigeants ouvriers lorsque 4 chars d'assaut russes ont fait irruption sur la place, 4 de front, et ils ont foncé sur la foule. Je me souviens qu'un char a rattrapé un homme et l'a écrasé. Russische Panzer stoßen vor. Werkzeuge der Gewalt gegen die Freiheit. Mit dem Mut Verzweifelter gehen die Arbeiter mit Eisenstangen und Steinen auf die Panzer los. Der Ruf nach Einheit und Freiheit erschallt noch lauter. Da peitschen die ersten Schüsse durch die Straßen. Nous ne pouvions rien contre les chars d'assaut avec nos mains nues et les pierres. Dès qu'ils ont commencé à tirer, des gens sont tombés, blessés ou tués. La fusillade a mis fin à la manifestation. Notre rêve de liberté était terminé. Les troupes soviétiques répriment la révolte dans toute l'Allemagne de l'Est. Au moins 40 personnes sont tuées. Des milliers sont arrêtés. Pour la première fois, les soldats est-allemands et soviétiques isolent le secteur soviétique du reste de Berlin. Les Britanniques, les Américains et les Français ne voulaient pas d'histoire. Ce qui les préoccupait, c'était de conserver l'accès sécuritaire aux routes qui mènent à Berlin-Ouest, mais ils ne voulaient pas d'histoire avec les Russes. C'est tout ce qui les intéressait. Ils ne voulaient pas s'impliquer. Une fois la situation stabilisée, les dirigeants de l'Allemagne de l'Est partent pour Moscou. En dehors du bloc soviétique, peu de pays reconnaissent la République démocratique allemande d'Ulbricht. Au Kremlin, l'omniprésent Molotov signe un autre accord avec les Allemands. Les vieux amis de Staline, Malenkov, Veroshilov, Khrouchtchev, Bulganin, Mikoyan et Kaganovich choisissent de rester fidèles à Ulbricht. Dans une mise en scène bien orchestrée pour les caméras, les membres du Politburo font leurs adieux à leurs camarades est-allemands et leur souhaitent bonne chance. Il y a un absent, Lavrenti Beria, le chef de la police secrète de Staline. Le Kremlin l'accuse d'espionnage pour le compte de l'Ouest. Plus tard, cette même année, il sera exécuté. En septembre 1953, Konrad Adenauer est réélu chancelier de l'Allemagne de l'Ouest. Adenauer souhaite que sa moitié de l'Allemagne devienne un partenaire de l'OTAN, l'alliance militaire de l'Ouest. Nous voulions une alliance atlantique forte qui serve de mur défensif contre l'Union soviétique. Nous voulions aussi empêcher toute expansion de l'Union soviétique en Europe de l'Ouest. Nous ne pouvions atteindre ces buts que si l'Allemagne de l'Ouest avait son armée. Avec l'appui des Américains, Adenauer persuade la Grande-Bretagne et la France de permettre à leur ancien ennemi de joindre l'OTAN. En 1955, l'Allemagne de l'Ouest est autorisée à se doter d'une armée. Les Soviétiques réagissent rapidement à l'admission de l'Allemagne de l'Ouest à l'OTAN en formant leur propre alliance militaire, le pacte de Varsovie. Le pacte lie de façon formelle les armées des pays satellites communistes au haut commandement soviétique. Le nouveau traité légalise la présence des troupes soviétiques en Europe de l'Est. L'Est et l'Ouest déclarent tous les deux que leurs alliances ne sont que défensives. Mais les deux camps se préparent à la guerre.
Les Soviétiques veulent toutefois réduire la tension en Europe. Molotov, l'intransigeant ministre des Affaires étrangères, reçoit l'ordre de négocier un traité de paix avec les Autrichiens et le retrait des troupes soviétiques. Seul Molotov s'y est opposé. Les autres étaient plus réservés. Il a dit « Pourquoi devrions-nous nous retirer? Nous sommes très bien là ». C'était sa position. Mais la plupart des dirigeants soviétiques n'étaient pas d'accord avec lui et pensaient que nous devrions faire un geste de bonne volonté et entamer des discussions en Europe. À Vienne, Molotov rejoint John Foster Dulles et les ministres des Affaires étrangères britanniques et français pour signer un traité de paix. Österreich ist frei. La Grande-Bretagne, la France, l'Amérique et l'Union soviétique acceptent de mettre un terme à leur occupation militaire de l'Autriche. En retour, les Autrichiens promettent une neutralité permanente. 10 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Occident et l'Union soviétique retirent leurs troupes du sol autrichien. Leur départ incite d'autres peuples à espérer qu'un jour, les troupes soviétiques se retirent aussi d'Europe de l'Est. Dans la lutte au pouvoir du Kremlin, Khrouchtchev déjoue Malenkov et Molotov. En 1955, il dirige une délégation soviétique en Yougoslavie. Khrouchtchev veut réparer les dommages qu'a fait Staline en expulsant le président Tito de Yougoslavie du bloc communiste. Mon père pensait que ces gens avaient combattu le fascisme. Et en fait, c'était le seul pays en Europe à avoir gagné seul, sans l'aide de l'Union soviétique. Il pensait donc, je dois y aller, au lieu d'inviter Tito en Union soviétique. Nous sommes un grand pays et nous devons leur montrer que nous reconnaissons nos torts. La Yougoslavie de Tito demeure le seul pays communiste d'Europe qui soit indépendant du Kremlin. À l'intérieur de l'Union soviétique, Khrouchtchev veut renverser l'héritage stalinien de terreur et de misère. Il affecte des ressources supplémentaires à la production de biens de consommation et au logement. Des milliers de prisonniers politiques sont libérés du goulag. Mon père croyait beaucoup au communisme. Pour lui, c'était la meilleure vie possible pour le peuple, comme le paradis sur Terre. Il a souvent répété qu'il était impossible de vivre dans un paradis entouré de barbelés. Khrouchtchev profite du 20e congrès du Parti communiste soviétique pour mettre un terme au culte de Staline et révéler toute la cruauté de sa dictature. Lors d'une session secrète, Khrouchtchev fait un discours qui étonne tout l'auditoire. Quand il a fait son discours, la salle a commencé à murmurer. On a crié « honte ». Khrouchtchev révèle à son auditoire que Staline a ordonné l'emprisonnement et l'exécution de milliers de communistes loyaux, d'ouvriers, de gestionnaires et de soldats. Personne, des simples paysans aux généraux, n'était à l'abri de la terreur de Staline. Khrouchtchev lui-même n'était pas sans reproche. Il avait joué un rôle actif dans les répressions de Staline en Ukraine et dans d'autres régions du pays. Il n'avait pas le droit moral de parler de Staline comme s'il était lui-même absolument innocent. La peur, le tourment qui ont suivi la mort de Staline ont commencé à s'estomper. Après le 20e congrès,
Il semblait que la peur ne reviendrait jamais. Le discours secret de Khrouchtchev constitue une propagande idéale pour Radio Liberté qui est financée par les Américains. Le texte du discours de Khrouchtchev est diffusé dès que la CIA en reçoit une copie des services du renseignement israélien. Ils l'ont diffusé 24 heures sur 24. Un discours d'1 heure sans arrêt. Pour les partisans qui avaient subi un lavage de cerveau et à qui on avait fait croire que Staline était un dieu, qu'il ne pouvait commettre aucune erreur, qu'il était infaillible, ça a été l'effondrement de leur foi, de leur religion. La Pologne est un terrain fertile pour le message de Radio Liberté. Les politiques staliniennes ont poussé les ouvriers polonais au bord de la révolte. Après des années de pénurie et de dur labeur, ils veulent du changement. En juin 1956, les ouvriers de Poznan exigent du pain, la liberté pour eux et pour l'Église catholique romaine, et par-dessus tout, la fin de la domination soviétique en Pologne. Les manifestants sont accueillis par des chars d'assaut et des fusils polonais. 74 personnes sont tuées. Les jeunes protestataires subissent un procès spectacle auquel les journalistes étrangers sont conviés. Ce qui a vraiment choqué le gouvernement, le régime, c'est que ce sont les ouvriers qui se sont soulevés. Ce n'étaient pas eux qu'ils craignaient. Ce n'étaient pas des intellectuels, des personnes engagées en politique. C'étaient de vrais ouvriers et ils étaient dégoûtés. Ça a donc été un coup terrible pour le régime. Le soulèvement de Poznan alimente l'esprit de rébellion. Appuyés par les ouvriers polonais, les réformateurs du Parti communiste ont des exigences encore plus radicales. Certains exigent même le retrait des troupes soviétiques. Les réformateurs se tournent vers Vladislav Gomulka, un communiste patriote emprisonné sous Staline. Sans consulter le Kremlin, les communistes polonais le choisissent comme nouveau dirigeant. Craignant une révolte anti-russe, Moscou donne l'ordre aux troupes soviétiques de marcher vers Varsovie. Et Khrouchtchev s'envole pour la Pologne afin de faire savoir à Gomulka qui est le patron. Nous étions à la fois terrorisés et amusés parce qu'il se conduisait de façon très étrange. Il tournait en rond et brandissait le poing. Il nous accusait de vouloir nous séparer et il disait qu'il ne le permettrait pas. Il se conduisait très mal. Pendant que Gomulka et Khrouchtchev discutent, les soldats soviétiques prennent position, prêts à frapper. L'Amérique observe. You're about to see the Secretary of State, John Foster Dulles, face the nation with questions from veteran correspondents representing the nation's press. Le 17 juin 1953, Monsieur le Secrétaire, la population de l'Allemagne de l'Est s'est soulevée contre le régime communiste et les Russes ont pu intervenir militairement pour étouffer le soulèvement. Pendant ce temps, nous n'avons rien fait. Nous avons permis que cela arrive. Allons-nous laisser de nouveau faire les choses si ce genre de soulèvement se produit en Pologne? Eh bien, je ne pense pas que nous enverrions nos propres forces armées en Pologne ou en Allemagne de l'Est dans ces circonstances. Je doute que cela puisse être bénéfique ou souhaitable. C'est la dernière chose au monde que souhaitent ces gens qui tentent de gagner leur indépendance. Cela nous entraînerait dans une guerre mondiale et cela provoquerait probablement la disparition de tous ces peuples. Parce qu'il a l'appui de l'armée et du peuple polonais, Gomulka gagne son point avec Khrouchtchev. Gomulka s'engage à ce que la Pologne reste un membre loyal du pacte de Varsovie. En retour, il s'assure d'une plus grande liberté d'action dans les affaires internes polonaises.
Au moment où les troupes soviétiques reçoivent l'ordre de regagner les casernes, Gomulka s'adresse à la population. W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Idee socjalizmu, przeniknięte duchem wolności człowieka i poszanowania praw obywatela, w praktyce ulegały głębokim wypaczeniom. Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. Gomulka m'a dit quelques années plus tard qu'il avait eu une conversation avec le maréchal soviétique Zhukov, qui avait un peu bu. Zhukov a dit « Nous étions tellement bien préparés que nous aurions pu prendre toute la Pologne en 3 jours. Nous avions des plans très détaillés. » Et Gomulka a répondu « Aviez-vous prévu le nombre de victimes dans chaque camp ?» Après la mort de Staline, la Hongrie reste sous la dictature impitoyable de Mátyás Rákosi. On répétait ça à l'époque, c'était comme une plaisanterie. Il y a seulement 3 sortes de gens en Hongrie. Ceux qui ont été en prison, ceux qui sont en prison, et ceux qui vont aller en prison, pour des motifs politiques. Comme Staline, Rákosi assassine et emprisonne ses rivaux. Mais on s'attend à ce que le peuple applaudisse et se conforme. Le nouveau pouvoir du Kremlin n'approuve pas la conduite de Rákosi. Un dirigeant soviétique de haut niveau est envoyé pour négocier avec lui. Mikoyan, le communard arménien, est arrivé. Rákosi et moi, nous sommes allés l'accueillir à l'aéroport et nous l'avons ramené en voiture. Nous étions presque arrivés à l'hôtel privé lorsque Mikoyan s'est tourné vers Rákosi et il a dit « La direction soviétique juge que vous êtes malade ». Eh bien, Rákosi ne croyait pas qu'il était malade. Mais bien sûr, à l'époque, la maladie était une décision politique. Mikoyan a poursuivi. « Vous devrez être soigné à Moscou. Il vous faudra donc démissionner. » Les Soviétiques permettent à András Egédius de demeurer Premier ministre. Mais les réformateurs du Parti communiste hongrois recherchent un dirigeant plus indépendant de Moscou. Ils veulent qu'Imre Nagy prenne le pouvoir. Comme Gomulka en Pologne, Nagy est perçu comme un dirigeant capable de réformer le parti. L'ambassade soviétique à Budapest est mal à l'aise. L'ambassadeur Andropov a flairé le danger et il a prévenu Moscou. Il a envoyé beaucoup de télégrammes, il a téléphoné et il est même allé à Moscou. Il a tenté de prévenir tout le monde, mais en vain. Khrouchtchev pensait qu'il pouvait faire face à la situation. Encouragés par la réussite de Gomulka en Pologne, des milliers de gens descendent dans les rues de Budapest. Les étudiants et les ouvriers exigent la liberté de parole, l'abolition de la police secrète et le retrait des troupes soviétiques. Ils défilent avec des drapeaux hongrois d'où l'emblème communiste a été arraché. J'ai été arrêté au milieu du pont Margit par des étudiantes. L'une d'elles m'a demandé ma casquette, elle y a épinglé les couleurs nationales hongroises et m'a remis un tract. Il contenait 14 demandes. J'étais d'accord avec 13 de ces demandes, mais je ne pouvais pas approuver la 14e, qui exigeait le retrait des troupes soviétiques de Hongrie. C'était une exigence impossible. Les manifestants brandissent des portraits d'Imre Nagy. Les réformateurs communistes le pressent de prendre le pouvoir.
Imre Nagy a été emmené de son domicile au Parlement. Il a parlé pendant plusieurs minutes. Il a commencé en disant « Camarades ». Et la foule a rugi en disant « Nous ne sommes pas des camarades ». Nagy juge mal l'humeur populaire. Les Hongrois veulent un changement radical, immédiat. Dans le centre de Budapest, une foule survoltée renverse le monument de Staline. Nagy reste silencieux quand la direction communiste chancelante de la Hongrie fait appel au Kremlin pour écraser l'agitation naissante. J'ai eu un appel téléphonique de mon commandant de division à Cegléd. Il m'a dit « Vous devez aller à Budapest, c'est urgent ». J'ai demandé « Quels sont mes ordres ?» On m'a dit que je les recevrais à mon arrivée en ville. Nous approchions de la ville à la nuit tombante. Nous pensions qu'il suffirait d'une démonstration de force. Puis, j'ai entendu le tir d'une mitrailleuse et les cris d'un homme qui était blessé ou mourant. J'ai alors compris la gravité de la situation. Les civils armés empêchent les renforts de chars d'assaut soviétiques d'entrer à Budapest. Les Hongrois disposent de cocktails Molotov, de fusils, de mitrailleuses et d'enthousiasme. Plusieurs fois, j'ai voulu rentrer à la maison en me disant que la prochaine balle serait peut-être pour moi. Et j'ai fait quelques pas, et quand j'ai vu des enfants de 13-14 ans morts, je me suis dit, je suis dans l'armée depuis 2 ans et 3 mois. Je sais me servir d'une arme, et je vais rentrer chez moi en laissant ces enfants mourir pour notre pays. C'est la honte qui m'a fait rester là. Durant 4 jours de combat, les révolutionnaires de Budapest tiennent bon. Il y a beaucoup de pertes des deux côtés. Imre Nagy négocie un cessez-le-feu. Les Soviétiques acceptent de retirer leurs troupes de Budapest. Le Kremlin espère que Nagy, maintenant Premier ministre, pourra rétablir l'autorité communiste. Mais le patriote en lui prend le dessus. Prudemment, il décide d'appuyer les révolutionnaires hongrois. A múlt héten tragikus gyorsasággal törektek a véres események. De az is vitathatatlan, hogy ezekben a megmozdulászokban elemi erővel bontakozott ki egy nagy, egész népünket átfogó és egyéforrasztó nemzeti demokratikus mozgalom. A Nagy Imrét Je vous dirai bien franchement, et je ne suis pas la seule à avoir cette opinion, c'est ce que pense chaque révolutionnaire, du moins ceux qui osent exprimer leurs opinions. Nous n'avons reconnu Imre Nagy comme notre Premier ministre que lorsqu'il a lui-même reconnu la révolution. Il a annoncé « Ce n'est pas une contre-révolution, c'est un combat pour la liberté ». Durant les combats à Budapest, plusieurs citoyens se réfugient dans des caves. Lorsqu'ils sortent, une grande partie de leur ville est en ruine. Les Hongrois croient qu'ils ont gagné leur révolution. Ils sortent pour pleurer leurs héros morts. Les journalistes occidentaux se précipitent en Hongrie pour rapporter la victoire. What do you hope will happen now?
We hope that our country will be entirely free and we can work and we can have free connections with West, newspapers. Les gens croyaient vraiment que la vie avait changé. Partout dans le pays flottait le tricolore hongrois dont on avait arraché au centre l'emblème communiste. On aurait dit que le pays avait été complètement libéré. Bien des Hongrois comptent sur l'Amérique et l'Occident pour cautionner le succès de leur révolution. Derrière moi, le Danube bleu, à Budapest. Tout est plutôt calme ici, mais le reste de cette ville est en tourmente. Pendant plus d'une semaine, les rebelles hongrois ont assailli les symboles de la tyrannie soviétique. C'est devenu un cliché de dire du peuple qu'il a mérité sa liberté, mais c'est la seule chose qu'on puisse vraiment dire des Hongrois aujourd'hui. On ne sait pas encore s'ils seront libres, mais si le courage suffit pour gagner la liberté, alors ils seront libres. L'attention de l'Ouest est détournée par une autre crise, loin de l'Europe. Une entreprise militaire extraordinaire commence au Moyen-Orient. La Grande-Bretagne, la France et Israël attaquent le canal de Suez, en Égypte. Les États-Unis n'ont pas été consultés et ils sont furieux. Les Hongrois aussi, pour d'autres raisons. Nous sommes allés voir le chef de la résistance à Győr, la ville principale de l'ouest de la Hongrie, et il nous a accordé un entretien. Il a dit alors, vous avez tout gâché, vous les Britanniques, et bien entendu les Français, vous avez gâché notre révolte en commençant une guerre au Moyen-Orient. Ça va placer les Russes dans une position où ils peuvent en effet agir en toute impunité car le monde aura les yeux fixés sur le Moyen-Orient et non sur la Hongrie. Ils étaient donc en colère. Une fois l'armée soviétique partie de la ville, les révolutionnaires de Budapest se vengent. Les bureaux du Parti communiste sont détruits. Le drapeau rouge est brûlé. Les membres de la police secrète sont pendus. Sous Imre Nagy, il y a eu une orgie d'exactions dans les rues de Budapest et d'autres villes. J'ai vu des gens pendus par les pieds, d'autres humiliés et piétinés en public. Les Soviétiques envoient des renforts en Hongrie. Le Premier ministre Nagy tente un dernier pari. S'inspirant de l'Autriche, Nagy proclame la neutralité hongroise et se retire du pacte de Varsovie. Il espère que les pressions internationales vont empêcher les Soviétiques d'écraser la révolution. Le gouvernement d'Imre Nagy n'était pas légitime. Par conséquent, toute décision concernant le pacte de Varsovie, que la Hongrie avait joint en vertu de ses propres lois, était invalide. C'est le moins qu'on puisse dire. Les autres États communistes, la Chine surtout, pressent Khrouchtchev de recourir à la force. Ça a été une décision très difficile pour mon père. Il y a pensé pendant 3 ou 4 jours. Il a discuté avec les Chinois et avec d'autres représentants, et la première fois, ils ont décidé de ne pas recourir à la force. Doit-on recourir à la force? Oui, non, oui, non. Finalement, ils ont décidé de l'employer. On nous a dit de nous tenir prêts à entrer de nouveau à Budapest à cause de la terreur qui y régnait. Nous n'étions pas une force d'occupation. Nous étions plutôt là pour protéger la population du banditisme et du terrorisme. Nous savions que les Américains auraient pu aussi pénétrer dans la ville par l'ouest. Nous avons demandé à notre commandant de division, cela peut-il signifier la guerre? Il a répondu oui, ça pourrait être le début de la Troisième Guerre mondiale. Le 4 novembre 1956, l'armée soviétique rentre de nouveau à Budapest. Khrouchtchev a ordonné l'attaque après que les Américains lui aient laissé entendre que, selon Eisenhower, la Hongrie appartient à la sphère d'influence soviétique.
Imre Nagy lance un appel au monde, mais il est trop tard. Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Les combattants hongrois attendent en vain l'aide de l'Ouest. Comme une intervention de l'Ouest risquait fortement de déclencher une guerre mondiale, nous ne souhaitions pas vraiment de soulèvement populaire. Notre politique était donc, dans les pays satellites, d'éviter d'engendrer le moindre espoir d'une intervention de notre part. On entendait à Radio Liberté « Tenez bon, 2, 3 semaines, 3 autres semaines, et nous viendrons vous aider ». Nous nous sommes donc battus jusqu'à la dernière cartouche. Nous avons tenu jusqu'à la dernière goutte de sang. Et en fait, on nous a menti. Personne n'est venu. La révolution hongroise est écrasée. Les combats ont fait des milliers de victimes. Imre Nagy est exécuté. « 200 000 Hongrois fuient en Autriche avant que les troupes soviétiques ne ferment la frontière. Les millions d'autres qui restent en Hongrie sont prisonniers. Khrouchtchev vient de renforcer le rideau de fer. Dans toute l'Europe de l'Est, des millions de personnes jurent de construire le paradis communiste. Ils travaillent à la mise en œuvre des plans dictés par Moscou. Ils défilent sous les bannières de Joseph Staline. Mars 1953. L'Union soviétique pleure la mort de Staline. Pendant près de 3 décennies, Staline a été le chef suprême. Comment vont-ils faire sans lui? C'était comme si le monde entier allait s'effondrer. On se demandait ce qui allait nous arriver.
On considérait Staline comme un père qui veillerait toujours sur nous. Staline meurt sans désigner de successeur. Une direction collégiale se forme. Elle est menée par Georgi Malenkov, Lavrenti Beria, Vyacheslav Molotov et Nikita Khrouchtchev. Des millions de Russes pleurent le décès de leur chef, bien qu'il ait été impitoyable et ait négligé leur bien-être. Staline a transformé l'Union soviétique en une superpuissance. Mais à sa mort, les relations avec l'Amérique et l'Occident n'ont jamais été aussi mauvaises. Pendant 10 ans, le monde a été dominé par le pouvoir maléfique de Staline. Une nouvelle ère commence, une ère pendant laquelle nous serons guidés par un esprit de liberté et non l'asservissement, et où les relations humaines seront fondées sur la fraternité et non sur la domination d'un seul homme. Les États-Unis aussi ont un nouveau gouvernement. Le président Eisenhower, le secrétaire d'État Dulles et le vice-président Nixon s'engagent à repousser les frontières du pouvoir soviétique. Eisenhower et Dulles avaient accusé l'administration Truman de mollesse envers le communisme. Ils ont maintenant l'occasion de défier le pouvoir soviétique. Mais peut-on libérer l'Europe de l'Est de la domination soviétique sans une guerre nucléaire? L'Empire soviétique en Europe s'étend à la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Pologne et l'Allemagne de l'Est, qui se donne le nom de République démocratique allemande. Staline avait choisi Walter Ulbricht pour diriger l'Allemagne de l'Est. Il est à la tête d'un régime inféodé à Moscou. Après la mort de Staline, Ulbricht s'empresse de reconstruire sa partie d'Allemagne selon les principes staliniens. Und unsere Straße veränderte ihr Gesicht. Wo vor Monaten noch Ruinen standen, waren Konstrukteure, Maurer und Zimmerleute an der Arbeit. On renforce l'industrie lourde pour satisfaire aux exigences de l'économie soviétique. Les ouvriers reçoivent l'ordre d'accroître la production. On néglige les besoins quotidiens. Die Normalbevölkerung lebte recht Le citoyen moyen vivait très mal. war teilweise katastrophal. Si on parle des nécessités comme le chauffage, le charbon, l'électricité, tout cela était rationné. Für Feuerung, Kohlen beispielsweise. L'électricité pour l'usage domestique n'était tout simplement pas disponible. Le moral de la population est tombé à zéro. Comme Staline, Ulbricht ne tolère aucune opposition. La police secrète, la Stasi, a ses informateurs partout. On ferme plusieurs églises, la censure domine. Mais l'Allemagne de l'Est est incapable de contrer les défections vers l'Ouest. Les Allemands de l'Est ont le droit de se rendre dans les secteurs britanniques, américains et français de Berlin. Ils font simplement leur bagage et quittent par milliers. The flow of East German refugees to sanctuary in the western sector of Berlin reaches record proportions with news of the death of Stalin. Conditions are none too comfortable for these people, but they're happy to be beyond the reach of the Reds. Nullement découragé, Ulbricht exige un nouveau serment de loyauté des Allemands de l'Est. Inquiets, les nouveaux dirigeants du Kremlin ordonnent à Ulbricht d'assouplir ses politiques rigides. Il s'y résigne à moitié. Les quotas de production tant détestés restent en vigueur.
Si on vous chronométrait en train de fabriquer une vis et que vous mettiez 4 minutes, on s'attendait à ce que vous le fassiez en 2 minutes et demie. C'est cela qui était choquant. L'augmentation des quotas de travail et la pression de produire. Ça en était trop pour les ouvriers. La colère populaire explose. Les ouvriers descendent dans les rues de Berlin-Est. Quand on est passé près des chantiers de construction, tout le monde, les métallurgistes, les serruriers, les maçons, les charpentiers, tous nous ont rejoints. À notre arrivée à l'hôpital municipal, nous étions plusieurs milliers. Des bannières sont apparues sur les chantiers de construction. À bas les augmentations des quotas de travail. Les nouvelles de l'agitation montante ne tardent pas à se répandre à Berlin-Ouest. J'ai appris que des ouvriers de la construction avaient déjà quitté les chantiers. Ils étaient en grève et défilaient dans Berlin-Est. Je les ai rattrapés près de la gare de la rue Friedrich, la gare principale en plein centre de Berlin-Est. À cette époque, faire la grève était un geste politique, un geste de rébellion. Mais défiler dans les rues signifiait quelque chose de plus. C'était presque déclencher une révolution. Les grèves et les manifestations éclatent à Berlin-Est et dans toute l'Allemagne de l'Est. Les manifestants renversent le symbole de la domination soviétique, le marteau et la faucille. Le gouvernement de Berlin-Est s'effondre. Les manifestants jettent leur colère sur tous les symboles visibles du gouvernement communiste. Les autorités soviétiques sont étonnées qu'Ulbricht ait permis à la crise de dégénérer de la sorte. Quand Ulbricht est arrivé au quartier général soviétique à Karlhorst, il a téléphoné à Karl Schirdewan et lui a demandé ce qui se passait. Schirdewan a rapporté qu'il y avait beaucoup de personnes ivres dans la foule, qu'elles défonçaient les fenêtres et s'apprêtaient à entrer. Ulbricht a posé le combiné, il a dit en allemand « Tout est perdu ». Il l'a dit d'une façon qui, en russe, se traduit à peu près par « c'est la fin ». Je me suis demandé ce que tout cela signifiait. Même s'il brisait les fenêtres, il n'avait pas d'armes. Il nous faudrait au plus 5 minutes pour les mater. Ils tentaient d'élire un comité de grève parmi les dirigeants ouvriers. Lorsque 4 chars d'assaut russes ont fait irruption sur la place, 4 de front, et ils ont foncé sur la foule. Je me souviens qu'un char a rattrapé un homme et l'a écrasé. Russische Panzer stoßen vor. Werkzeuge der Gewalt gegen die Freiheit. Mit dem Mut Verzweifelter gehen die Arbeiter mit Eisenstangen und Steinen auf die Panzer los. Der Ruf nach Einheit und Freiheit erschallt noch lauter. Da peitschen die ersten Schüsse durch die Straßen. Nous ne pouvions rien contre les chars d'assaut avec nos mains nues et les pierres. Dans la lutte au pouvoir du Kremlin, Khrouchtchev déjoue Malenkov et Molotov. En 1955, il dirige une délégation soviétique en Yougoslavie. Khrouchtchev veut réparer les dommages qu'a fait Staline en expulsant le président Tito de Yougoslavie du bloc communiste. Mon père pensait que ces gens avaient combattu le fascisme. Et en fait, c'était le seul pays en Europe à avoir gagné seul, sans l'aide de l'Union soviétique. Il pensait donc, je dois y aller, au lieu d'inviter Tito en Union soviétique.
Nous sommes un grand pays et nous devons leur montrer que nous reconnaissons nos torts. La Yougoslavie de Tito demeure le seul pays communiste d'Europe qui soit indépendant du Kremlin. À l'intérieur de l'Union soviétique, Khrouchtchev veut renverser l'héritage stalinien de terreur et de misère. Il affecte des ressources supplémentaires à la production de biens de consommation et au logement. Des milliers de prisonniers politiques sont libérés du goulag. Mon père croyait beaucoup au communisme. Pour lui, c'était la meilleure vie possible pour le peuple, comme le paradis sur Terre. Il a souvent répété qu'il était impossible de vivre dans un paradis entouré de barbelés. Khrouchtchev profite du 20e congrès du Parti communiste soviétique pour mettre un terme au culte de Staline et révéler toute la cruauté de sa dictature. Lors d'une session secrète, Khrouchtchev fait un discours qui étonne tout l'auditoire. Quand il a fait son discours, la salle a commencé à murmurer. On a crié « honte ». Khrouchtchev révèle à son auditoire que Staline a ordonné l'emprisonnement et l'exécution de milliers de communistes loyaux, d'ouvriers, de gestionnaires et de soldats. Personne, des simples paysans aux généraux, n'était à l'abri de la terreur de Staline. Khrouchtchev lui-même n'était pas sans reproche. Il avait joué un rôle actif dans les répressions de Staline en Ukraine et dans d'autres régions du pays. Il n'avait pas le droit moral de parler de Staline comme s'il était lui-même absolument innocent. La peur, le tourment qui ont suivi la mort de Staline ont commencé à s'estomper. Après le 20e congrès, il semblait que la peur ne reviendrait jamais. Le discours secret de Khrouchtchev constitue une propagande idéale pour Radio Liberté qui est financée par les Américains. Le texte du discours de Khrouchtchev est diffusé dès que la CIA en reçoit une copie des services du renseignement israélien. Ils l'ont diffusé 24 heures sur 24. Un discours d'1 heure sans arrêt. Pour les partisans qui avaient subi un lavage de cerveau et à qui on avait fait croire que Staline était un dieu, qu'il ne pouvait commettre aucune erreur, qu'il était infaillible, ça a été l'effondrement de leur foi, de leur religion. La Pologne est un terrain fertile pour le message de Radio Liberté. Les politiques staliniennes ont poussé les ouvriers polonais au bord de la révolte. Après des années de pénurie et de dur labeur, ils veulent du changement. En juin 1956, les ouvriers de Poznan exigent du pain, la liberté pour eux et pour l'Église catholique romaine, et par-dessus tout, la fin de la domination soviétique en Pologne. Les manifestants sont accueillis par des chars d'assaut et des fusils polonais. 74 personnes sont tuées. Les jeunes protestataires subissent un procès spectacle auquel les journalistes étrangers sont conviés. Ce qui a vraiment choqué le gouvernement, le régime, c'est que ce sont les ouvriers qui se sont soulevés. Ce n'étaient pas eux qu'ils craignaient. Ce n'étaient pas des intellectuels, des personnes. Dès qu'ils ont commencé à tirer, des gens sont tombés, blessés ou tués. La fusillade a mis fin à la manifestation.
Notre rêve de liberté était terminé. Les troupes soviétiques répriment la révolte dans toute l'Allemagne de l'Est. Au moins 40 personnes sont tuées. Des milliers sont arrêtés. Pour la première fois, les soldats est-allemands et soviétiques isolent le secteur soviétique du reste de Berlin. Les Britanniques, les Américains et les Français ne voulaient pas d'histoire. Ce qui les préoccupait, c'était de conserver l'accès sécuritaire aux routes qui mènent à Berlin-Ouest, mais ils ne voulaient pas d'histoire avec les Russes. C'est tout ce qui les intéressait. Ils ne voulaient pas s'impliquer. Une fois la situation stabilisée, les dirigeants de l'Allemagne de l'Est partent pour Moscou. En dehors du bloc soviétique, peu de pays reconnaissent la République démocratique allemande d'Ulbricht. Au Kremlin, l'omniprésent Molotov signe un autre accord avec les Allemands. Les vieux amis de Staline, Malenkov, Veroshilov, Khrouchtchev, Bulganin, Mikoyan et Kaganovich choisissent de rester fidèles à Ulbricht. Dans une mise en scène bien orchestrée pour les caméras, les membres du Politburo font leurs adieux à leurs camarades est-allemands et leur souhaitent bonne chance. Il y a un absent, Lavrenti Beria, le chef de la police secrète de Staline. Le Kremlin l'accuse d'espionnage pour le compte de l'Ouest. Plus tard, cette même année, il sera exécuté. En septembre 1953, Konrad Adenauer est réélu chancelier de l'Allemagne de l'Ouest. Adenauer souhaite que sa moitié de l'Allemagne devienne un partenaire de l'OTAN, l'alliance militaire de l'Ouest. Nous voulions une alliance atlantique forte qui serve de mur défensif contre l'Union soviétique. Nous voulions aussi empêcher toute expansion de l'Union soviétique en Europe de l'Ouest. Nous ne pouvions atteindre ces buts que si l'Allemagne de l'Ouest avait son armée. Avec l'appui des Américains, Adenauer persuade la Grande-Bretagne et la France de permettre à leur ancien ennemi de joindre l'OTAN. En 1955, l'Allemagne de l'Ouest est autorisée à se doter d'une armée. Les Soviétiques réagissent rapidement à l'admission de l'Allemagne de l'Ouest à l'OTAN en formant leur propre alliance militaire, le pacte de Varsovie. Le pacte lie de façon formelle les armées des pays satellites communistes au haut commandement soviétique. Le nouveau traité légalise la présence des troupes soviétiques en Europe de l'Est. L'Est et l'Ouest déclarent tous les deux que leurs alliances ne sont que défensives. Mais les deux camps se préparent à la guerre. Les Soviétiques veulent toutefois réduire la tension en Europe. Molotov, l'intransigeant ministre des Affaires étrangères, reçoit l'ordre de négocier un traité de paix avec les Autrichiens et le retrait des troupes soviétiques. Seul Molotov s'y est opposé. Les autres étaient plus réservés. Il a dit « Pourquoi devrions-nous nous retirer? Nous sommes très bien là. » C'était sa position. Mais la plupart des dirigeants soviétiques n'étaient pas d'accord avec lui et pensaient que nous devrions faire un geste de bonne volonté et entamer des discussions en Europe. À Vienne, Molotov rejoint John Foster Dulles et les ministres des Affaires étrangères britanniques et français pour signer un traité de paix. Österreich ist frei.
La Grande-Bretagne, la France, l'Amérique et l'Union soviétique acceptent de mettre un terme à leur occupation militaire de l'Autriche. En retour, les Autrichiens promettent une neutralité permanente. 10 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Occident et l'Union soviétique retirent leurs troupes du sol autrichien. Leur départ incite d'autres peuples à espérer qu'un jour, les troupes soviétiques se retirent aussi d'Europe de l'Est. Les personnes engagées en politique, c'étaient de vrais ouvriers et ils étaient dégoûtés. Ça a donc été un coup terrible pour le régime. Le soulèvement de Poznan alimente l'esprit de rébellion. Appuyés par les ouvriers polonais, les réformateurs du Parti communiste ont des exigences encore plus radicales. Certains exigent même le retrait des troupes soviétiques. Les réformateurs se tournent vers Vladislav Gomulka, un communiste patriote emprisonné sous Staline. Sans consulter le Kremlin, les communistes polonais le choisissent comme nouveau dirigeant. Craignant une révolte anti-russe, Moscou donne l'ordre aux troupes soviétiques de marcher vers Varsovie. Et Khrouchtchev s'envole pour la Pologne afin de faire savoir à Gomulka qui est le patron. Nous étions à la fois terrorisés et amusés parce qu'il se conduisait de façon très étrange. Il tournait en rond et brandissait le poing. Il nous accusait de vouloir nous séparer et il disait qu'il ne le permettrait pas. Il se conduisait très mal. Pendant que Gomulka et Khrouchtchev discutent, les soldats soviétiques prennent position, prêts à frapper. L'Amérique observe. You're about to see the Secretary of State, John Foster Dulles, face the nation with questions from veteran correspondents representing the nation's press. Le 17 juin 1953, Monsieur le Secrétaire, la population de l'Allemagne de l'Est s'est soulevée contre le régime communiste et les Russes ont pu intervenir militairement pour étouffer le soulèvement. Pendant ce temps, nous n'avons rien fait. Nous avons permis que cela arrive. Allons-nous laisser de nouveau faire les choses si ce genre de soulèvement se produit en Pologne? Eh bien, je ne pense pas que nous enverrions nos propres forces armées en Pologne ou en Allemagne de l'Est dans ces circonstances. Je doute que cela puisse être bénéfique ou souhaitable. C'est la dernière chose au monde que souhaitent ces gens qui tentent de gagner leur indépendance. Cela nous entraînerait dans une guerre mondiale et cela provoquerait probablement la disparition de tous ces peuples. Parce qu'il a l'appui de l'armée et du peuple polonais, Gomulka gagne son point avec Khrouchtchev. Gomulka s'engage à ce que la Pologne reste un membre loyal du pacte de Varsovie. En retour, il s'assure d'une plus grande liberté d'action dans les affaires internes polonaises. Au moment où les troupes soviétiques reçoivent l'ordre de regagner les casernes, Gomulka s'adresse à la population. W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Idee socjalizmu, przeniknięte duchem wolności człowieka i poszanowania praw obywatela, w praktyce ulegały głębokim wypaczeniom. Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. Gomulka m'a dit quelques années plus tard qu'il avait eu une conversation avec le maréchal soviétique Zhukov, qui avait un peu bu. Zhukov a dit « Nous étions tellement bien préparés que nous aurions pu prendre toute la Pologne en 3 jours. Nous avions des plans très détaillés. » Myśmy byli tak przygotowani, że w ciągu 3 dni byśmy wszystko u was opanowali. Et Gomulka a répondu « Aviez-vous prévu le nombre de victimes dans chaque camp ?» Zaplanowaliście również, ile będzie ofiar po obu stronach. Après la mort de Staline, la Hongrie reste sous la dictature impitoyable de Matyas Rákosi. On répétait ça à l'époque, c'était comme une plaisanterie. Il y a seulement 3 sortes de gens en Hongrie.
ceux qui ont été en prison, ceux qui sont en prison et ceux qui vont aller en prison pour des motifs politiques. Comme Staline, Rákosi assassine et emprisonne ses rivaux. Mais on s'attend à ce que le peuple applaudisse et se conforme. Le nouveau pouvoir du Kremlin n'approuve pas la conduite de Rákosi. Un dirigeant soviétique de haut niveau est envoyé pour négocier avec lui. Mikoyan, le communard arménien, est arrivé. Rákosi et moi, nous sommes allés l'accueillir à l'aéroport et nous l'avons ramené en voiture. Nous étions presque arrivés à l'hôtel privé lorsque Mikoyan s'est tourné vers Rákosi et il a dit « La direction soviétique juge que vous êtes malade ». Eh bien, Rákosi ne croyait pas qu'il était malade. Mais bien sûr... Les réformateurs du Parti communiste ont des exigences encore plus radicales. Certains exigent même le retrait des troupes soviétiques. Les réformateurs se tournent vers Vladislav Gomulka, un communiste patriote emprisonné sous Staline. Sans consulter le Kremlin, les communistes polonais le choisissent comme nouveau dirigeant. Craignant une révolte anti-russe, Moscou donne l'ordre aux troupes soviétiques de marcher vers Varsovie. Et Khrouchtchev s'envole pour la Pologne afin de faire savoir à Gomulka qui est le patron. Nous étions à la fois terrorisés et amusés parce qu'il se conduisait de façon très étrange. Il tournait en rond et brandissait le poing. Il nous accusait de vouloir nous séparer et il disait qu'il ne le permettrait pas. Il se conduisait très mal. Pendant que Gomulka et Khrouchtchev discutent, les soldats soviétiques prennent position, prêts à frapper. L'Amérique observe. You're about to see the Secretary of State, John Foster Dulles, face the nation with questions from veteran correspondents representing the nation's press. Le 17 juin 1953, Monsieur le Secrétaire, la population de l'Allemagne de l'Est s'est soulevée contre le régime communiste et les Russes ont pu intervenir militairement pour étouffer le soulèvement. Pendant ce temps, nous n'avons rien fait. Nous avons permis que cela arrive. Allons-nous laisser de nouveau faire les choses si ce genre de soulèvement se produit en Pologne? Eh bien, je ne pense pas que nous enverrions nos propres forces armées en Pologne ou en Allemagne de l'Est dans ces circonstances. Je doute que cela puisse être bénéfique ou souhaitable. C'est la dernière chose au monde que souhaitent ces gens qui tentent de gagner leur indépendance. Cela nous entraînerait dans une guerre mondiale et cela provoquerait probablement la disparition de tous ces peuples. Parce qu'il a l'appui de l'armée et du peuple polonais, Gomulka gagne son point avec Khrouchtchev. Gomulka s'engage à ce que la Pologne reste un membre loyal du pacte de Varsovie. En retour, il s'assure d'une plus grande liberté d'action dans les affaires internes polonaises. Au moment où les troupes soviétiques reçoivent l'ordre de regagner les casernes, Gomulka s'adresse à la population. W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Idee socjalizmu, przeniknięte duchem wolności człowieka i poszanowania praw obywatela, w praktyce ulegały głębokim wypaczeniom. Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. Gomulka m'a dit quelques années plus tard qu'il avait eu une conversation avec le maréchal soviétique Zhukov, qui avait un peu bu. Zhukov a dit « Nous étions tellement bien préparés que nous aurions pu prendre toute la Pologne en 3 jours. Nous avions des plans très détaillés. » Myśmy byli tak przygotowani, że w ciągu 3 dni byśmy wszystko u was opanowali. Et Gomulka a répondu « Aviez-vous prévu le nombre de victimes dans chaque camp ?» Zaplanowaliście również, ile będzie ofiar po obu stronach?
Après la mort de Staline, la Hongrie reste sous la dictature impitoyable de Mátyás Rákosi. On répétait ça à l'époque, c'était comme une plaisanterie. Il y a seulement 3 sortes de gens en Hongrie. Ceux qui ont été en prison, ceux qui sont en prison, et ceux qui vont aller en prison, pour des motifs politiques. Comme Staline, Rákosi assassine et emprisonne ses rivaux. Mais on s'attend à ce que le peuple applaudisse et se conforme. Le nouveau pouvoir du Kremlin n'approuve pas la conduite de Rákosi. Un dirigeant soviétique de haut niveau est envoyé pour négocier avec lui. 2 hét múlva jött Mikoyan, az örmény. Mikoyan, le kombinard arménien, est arrivé. Rákosi et moi, nous sommes allés l'accueillir à l'aéroport et nous l'avons ramené en voiture. Nous étions presque arrivés à l'hôtel privé lorsque Mikoyan s'est tourné vers Rákosi et il a dit « La direction soviétique juge que vous êtes malade ». Eh bien, Rákosi ne croyait pas qu'il était malade. Mais bien sûr, à l'époque, la maladie était une décision politique. Mikoyan a poursuivi « Vous devrez être soigné à Moscou. Il vous faudra donc démissionner ». Les Soviétiques permettent à András Egédus de demeurer Premier ministre. Mais les réformateurs du Parti communiste hongrois recherchent un dirigeant plus indépendant de Moscou. Ils veulent qu'il n'y ait aucune opposition. La police secrète, la Stasi, a ses informateurs partout. On ferme plusieurs églises, la censure domine. Mais l'Allemagne de l'Est est incapable de contrer les défections vers l'Ouest. Les Allemands de l'Est ont le droit de se rendre dans les secteurs britanniques, américains et français de Berlin. Ils font simplement leurs bagages et quittent par milliers. The flow of East German refugees to sanctuary in the western sector of Berlin reaches record proportions with news of the death of Stalin. Conditions are none too comfortable for these people, but they're happy to be beyond the reach of the Reds. Nullement découragé, Ulbricht exige un nouveau serment de loyauté des Allemands de l'Est. Inquiets, les nouveaux dirigeants du Kremlin ordonnent à Ulbricht d'assouplir ses politiques rigides. Il s'y résigne à moitié. Les quotas de production tant détestés restent en vigueur. Si on vous chronométrait en train de fabriquer une vis et que vous mettiez 4 minutes, on s'attendait à ce que vous le fassiez en 2 minutes et demie. C'est cela qui était choquant. L'augmentation des quotas de travail et la pression de produire. Ça en était trop pour les ouvriers. La colère populaire explose. Les ouvriers descendent dans les rues de Berlin-Est. Quand on est passé près des chantiers de construction, tout le monde, les métallurgistes, les serruriers, les maçons, les charpentiers, tous nous ont rejoints. À notre arrivée à l'hôpital municipal, nous étions plusieurs milliers. Des bannières sont apparues sur les chantiers de construction. À bas les augmentations des quotas de travail. Les nouvelles de l'agitation montante ne tardent pas à se répandre à Berlin-Ouest. J'ai appris que des ouvriers de la construction avaient déjà quitté les chantiers. Ils étaient en grève et défilaient dans Berlin-Est. Je les ai rattrapés près de la gare de la rue Friedrich, la gare principale en plein centre de Berlin-Est. À cette époque, faire la grève était un geste politique, un geste de rébellion. Mais défiler dans les rues signifiait quelque chose de plus. C'était presque déclencher une révolution. Les grèves et les manifestations éclatent à Berlin-Est et dans toute l'Allemagne de l'Est. Les manifestants renversent le symbole de la domination soviétique, le marteau et la faucille.
Le gouvernement de Berlin-Est s'effondre. Les manifestants jettent leur colère sur tous les symboles visibles du gouvernement communiste. Les autorités soviétiques sont étonnées qu'Ulbricht ait permis à la crise de dégénérer de la sorte. Quand Ulbricht est arrivé au quartier général soviétique à Karlhorst, il a téléphoné à Karl Schirdewan et lui a demandé ce qui se passait. Schirdewan a rapporté qu'il y avait beaucoup de personnes ivres dans la foule, qu'elles défonçaient les fenêtres et s'apprêtaient à entrer. Ulbricht a posé le combiné, il a dit en allemand « Tout est perdu ». Il l'a dit d'une façon qui, en russe, se traduit à peu près par « c'est la fin ». Je me suis demandé ce que tout cela signifiait. Même s'il brisait les fenêtres, il n'avait pas d'armes. Il nous faudrait au plus 5 minutes pour les mater. Ils tentaient d'élire un comité de grève parmi les dirigeants ouvriers. Lorsque 4 chars d'assaut russes ont fait irruption sur la place, 4 de front, et ils ont foncé sur la foule. Je me souviens qu'un char a rattrapé un homme et l'a écrasé. Russische Panzer stoßen vor. Werkzeuge der Gewalt gegen die Freiheit. Mit dem Mut Verzweifelter gehen die Arbeiter mit Eisenstangen und Steinen auf die Panzer los. Der Ruf nach Einheit und Freiheit erschallt noch lauter. Da peitschen die ersten Schüsse durch die Straßen. Nous ne pouvions rien contre les chars d'assaut avec nos mains nues et les pierres. Dès qu'ils ont commencé à tirer, des gens sont tombés, blessés ou tués. La fusillade a mis... Dans toute l'Europe de l'Est, des millions de personnes jurent de construire le paradis communiste. Ils travaillent à la mise en œuvre des plans dictés par Moscou. Ils défilent sous les bannières de Joseph Staline. Mars 1953. L'Union soviétique pleure la mort de Staline. Pendant près de 3 décennies, Staline a été le chef suprême. Comment vont-ils faire sans lui? C'était comme si le monde entier allait s'effondrer. On se demandait ce qui allait nous arriver. On considérait Staline comme un père qui veillerait toujours sur nous. Staline meurt sans désigner de successeur. Une direction collégiale se forme. Elle est menée par Georgi Malenkov, Lavrenti Beria, Vyacheslav Molotov.
et Nikita Khrouchtchev. Des millions de Russes pleurent le décès de leur chef, bien qu'il ait été impitoyable et ait négligé leur bien-être. Staline a transformé l'Union soviétique en une superpuissance. Mais à sa mort, les relations avec l'Amérique et l'Occident n'ont jamais été aussi mauvaises. Pendant 10 ans, le monde a été dominé par le pouvoir maléfique de Staline. Une nouvelle ère commence, une ère pendant laquelle nous serons guidés par un esprit de liberté et non l'asservissement, et où les relations humaines seront fondées sur la fraternité et non sur la domination d'un seul homme. Les États-Unis aussi ont un nouveau gouvernement. Le président Eisenhower, le secrétaire d'État Dulles et le vice-président Nixon s'engagent à repousser les frontières du pouvoir soviétique. Eisenhower et Dulles avaient accusé l'administration Truman de mollesse envers le communisme. Ils ont maintenant l'occasion de défier le pouvoir soviétique. Mais peut-on libérer l'Europe de l'Est de la domination soviétique sans une guerre nucléaire? L'Empire soviétique en Europe s'étend à la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Pologne et l'Allemagne de l'Est, qui se donne le nom de République démocratique allemande. Staline avait choisi Walter Ulbricht pour diriger l'Allemagne de l'Est. Il est à la tête d'un régime inféodé à Moscou. Après la mort de Staline, Ulbricht s'empresse de reconstruire sa partie d'Allemagne selon les principes staliniens. Und unsere Straße veränderte ihr Gesicht. Wo vor Monaten noch Ruinen standen, waren Konstrukteure, Maurer und Zimmerleute an der Arbeit. On renforce l'industrie lourde pour satisfaire aux exigences de l'économie soviétique. Les ouvriers reçoivent l'ordre d'accroître la production. On néglige les besoins quotidiens. Die Normalbevölkerung lebte recht Le citoyen moyen vivait très mal. war teilweise katastrophal. Si on parle des nécessités comme le chauffage, le charbon, l'électricité, tout cela était rationné. Für Feuerung, Kohlen beispielsweise. L'électricité pour l'usage domestique n'était tout simplement pas disponible. Le moral de la population est tombé à zéro. Comme Staline, Ulbricht note soviétique en Yougoslavie. Khrouchtchev veut réparer les dommages qu'a fait Staline en expulsant le président Tito de Yougoslavie du bloc communiste. Mon père pensait que ces gens avaient combattu le fascisme. Et en fait, c'était le seul pays en Europe à avoir gagné seul, sans l'aide de l'Union soviétique. Il pensait donc, je dois y aller, au lieu d'inviter Tito en Union soviétique. Nous sommes un grand pays et nous devons leur montrer que nous reconnaissons nos torts. La Yougoslavie de Tito demeure le seul pays communiste d'Europe qui soit indépendant du Kremlin. À l'intérieur de l'Union soviétique, Khrouchtchev veut renverser l'héritage stalinien de terreur et de misère. Il affecte des ressources supplémentaires à la production de biens de consommation et au logement. Des milliers de prisonniers politiques sont libérés du goulag. Mon père croyait beaucoup au communisme. Pour lui, c'était la meilleure vie possible pour le peuple, comme le paradis sur Terre. Il a souvent répété qu'il était impossible de vivre dans un paradis entouré de barbelés. Khrouchtchev profite du 20e congrès du Parti communiste soviétique pour mettre un terme au culte de Staline et révéler toute la cruauté de sa dictature. Lors d'une session secrète,
Khrouchtchev fait un discours qui étonne tout l'auditoire. Quand il a fait son discours, la salle a commencé à murmurer. On a crié « honte ». Khrouchtchev révèle à son auditoire que Staline a ordonné l'emprisonnement et l'exécution de milliers de communistes loyaux, d'ouvriers, de gestionnaires et de soldats. Personne, des simples paysans aux généraux, n'était à l'abri de la terreur de Staline. Khrouchtchev lui-même n'était pas sans reproche. Il avait joué un rôle actif dans les répressions de Staline en Ukraine et dans d'autres régions du pays. Il n'avait pas le droit moral de parler de Staline comme s'il était lui-même absolument innocent. La peur, le tourment qui ont suivi la mort de Staline ont commencé à s'estomper. Après le 20e congrès, il semblait que la peur ne reviendrait jamais. Le discours secret de Khrouchtchev constitue une propagande idéale pour Radio Liberté qui est financée par les Américains. Le texte du discours de Khrouchtchev est diffusé dès que la CIA en reçoit une copie des services du renseignement israélien. Ils l'ont diffusé 24 heures sur 24. Un discours d'1 heure sans arrêt. Pour les partisans qui avaient subi un lavage de cerveau et à qui on avait fait croire que Staline était un dieu, qu'il ne pouvait commettre aucune erreur, qu'il était infaillible, ça a été l'effondrement de leur foi, de leur religion. La Pologne est un terrain fertile pour le message de Radio Liberté. Les politiques staliniennes ont poussé les ouvriers polonais au bord de la révolte. Après des années de pénurie et de dur labeur, ils veulent du changement. En juin 1956, les ouvriers de Poznan exigent du pain, la liberté pour eux et pour l'Église catholique romaine, et par-dessus tout, la fin de la domination soviétique en Pologne. Les manifestants sont accueillis par des chars d'assaut et des fusils polonais. 74 personnes sont tuées. Les jeunes protestataires subissent un procès spectacle auquel les journalistes étrangers sont conviés. Ce qui a vraiment choqué le gouvernement, le régime, c'est que ce sont les ouvriers qui se sont soulevés. Ce n'étaient pas eux qu'ils craignaient. Ce n'étaient pas des intellectuels, des personnes engagées en politique. C'étaient de vrais ouvriers et ils étaient dégoûtés. Ça a donc été un coup terrible pour le régime. Le soulèvement de Poznan alimente l'esprit de rébellion. Appuyé par les ouvriers polonais, il fin à la manifestation. Notre rêve de liberté était terminé. Les troupes soviétiques répriment la révolte dans toute l'Allemagne de l'Est. Au moins 40 personnes sont tuées. Des milliers sont arrêtés. Pour la première fois, les soldats est-allemands et soviétiques isolent le secteur soviétique du reste de Berlin. Les Britanniques, les Américains et les Français ne voulaient pas d'histoire. Ce qui les préoccupait, c'était de conserver l'accès sécuritaire aux routes qui mènent à Berlin-Ouest, mais ils ne voulaient pas d'histoire avec les Russes. C'est tout ce qui les intéressait. Ils ne voulaient pas s'impliquer. Une fois la situation stabilisée, les dirigeants de l'Allemagne de l'Est partent pour Moscou. En dehors du bloc soviétique, peu de pays reconnaissent la République démocratique allemande d'Ulbricht.
Kremlin, l'omniprésent Molotov signe un autre accord avec les Allemands. Les vieux amis de Staline, Malenkov, Voroshilov, Khrouchtchev, Bulganin, Mikoyan et Kaganovich choisissent de rester fidèles à Ulbricht. Dans une mise en scène bien orchestrée pour les caméras, les membres du Politburo font leurs adieux à leurs camarades est-allemands et leur souhaitent bonne chance. Il y a un absent, Lavrenti Beria, le chef de la police secrète de Staline. Le Kremlin l'accuse d'espionnage pour le compte de l'Ouest. Plus tard, cette même année, il sera exécuté. En septembre 1953, Konrad Adenauer est réélu chancelier de l'Allemagne de l'Ouest. Adenauer souhaite que sa moitié de l'Allemagne devienne un partenaire de l'OTAN, l'alliance militaire de l'Ouest. Nous voulions une alliance atlantique forte qui serve de mur défensif contre l'Union soviétique. Nous voulions aussi empêcher toute expansion de l'Union soviétique en Europe de l'Ouest. Nous ne pouvions atteindre ces buts que si l'Allemagne de l'Ouest avait son armée. Avec l'appui des Américains, Adenauer persuade la Grande-Bretagne et la France de permettre à leur ancien ennemi de joindre l'OTAN. En 1955, l'Allemagne de l'Ouest est autorisée à se doter d'une armée. Les Soviétiques réagissent rapidement à l'admission de l'Allemagne de l'Ouest à l'OTAN en formant leur propre alliance militaire, le pacte de Varsovie. Le pacte lie de façon formelle les armées des pays satellites communistes au haut commandement soviétique. Le nouveau traité légalise la présence des troupes soviétiques en Europe de l'Est. L'Est et l'Ouest déclarent tous les deux que leurs alliances ne sont que défensives, mais les deux camps se préparent à la guerre. Les Soviétiques veulent toutefois réduire la tension en Europe. Molotov, l'intransigeant ministre des Affaires étrangères, reçoit l'ordre de négocier un traité de paix avec les Autrichiens et le retrait des troupes soviétiques. Seul Molotov s'y est opposé. Les autres étaient plus réservés. Il a dit « Pourquoi devrions-nous nous retirer? Nous sommes très bien là. » C'était sa position. Mais la plupart des dirigeants soviétiques n'étaient pas d'accord avec lui et pensaient que nous devrions faire un geste de bonne volonté et entamer des discussions en Europe. À Vienne, Molotov rejoint John Foster Dulles et les ministres des Affaires étrangères britanniques et français pour signer un traité de paix. Österreich ist frei. La Grande-Bretagne, la France, l'Amérique et l'Union soviétique acceptent de mettre un terme à leur occupation militaire de l'Autriche. En retour, les Autrichiens promettent une neutralité permanente. 10 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Occident et l'Union soviétique retirent leurs troupes du sol autrichien. Leur départ incite d'autres peuples à espérer qu'un jour, les troupes soviétiques se retirent aussi d'Europe de l'Est. Dans la lutte au pouvoir du Kremlin, Khrouchtchev déjoue Malenkov et Molotov. En 1955, il dirige une délégation soviétique